David Harbour, l'acteur qui interprète Jim Hopper dans la série dont on parle aujourd'hui, ne pensait absolument pas que celle-ci allait marcher. Pourquoi ça? Parce que lui, il habite à New York et comme à Paris, dans le métro, il y a toutes sortes de publicités pour toutes sortes de trucs et il n'a vu aucune de celles-ci parler de la nouvelle série Netflix Stranger Things. Aujourd'hui, on sait tous que, heureusement pour lui, il avait tort et que cette série est un carton. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de la série Stranger Things. Vous êtes peut-être au courant qu'en ce moment est en train de se tourner la 5e et dernière saison de la série et je me suis dit, avant que celle-ci sorte, on a encore le temps mais peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet, ce serait intéressant de vous apprendre 2-3 petites choses que vous ne savez pas autour de cette série. Ce que vous ne savez pas sur Stranger Things, c'est parti. Alors j'en profite avant que cette vidéo commence, si en plus des critiques de films ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à dire en commentaire et surtout à t'abonner à cette chaîne. Donc là vous avez eu une première info / anecdote sur la série ou ses coulisses, je vais essayer de vous en glisser une dizaine dans la vidéo et ça peut aller vraiment jusqu'à la toute dernière seconde de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On va commencer par le commencement. Déjà, est-ce que vous connaissez les auteurs de la série Stranger Things? Ce sont deux frères, c'est les frères Duffer, Matt et Ross. Matt et Ross, depuis qu'ils sont gamins, ils kiffent filmer pas mal de trucs. Plus ils grandissent, plus ils commencent à se diriger vers un style qu'ils aiment beaucoup, le style horrifique. Ils sont vraiment fascinés par ça, ils aiment beaucoup les œuvres notamment de John Carpenter, un peu le maître de l'horreur finalement, mais également les films Resident Evil de Sam Raimi, parce qu'ils ont un style un petit peu singulier, et également les films de Wes Craven, les Scream. Et également un autre qui n'est pas de l'horreur, Batman de Tim Burton. C'est peut-être l'un de leurs films préférés et c'est vraiment leur rêve de travailler avec le studio qui a produit ce film, Warner Bros. Bon, pour ce qui est côté sombre et horrifique, ils sont pleinement dans le thème, jusqu'ici pas de soucis. Mais ils ont quand même de l'admiration pour un réalisateur qui n'est pas vraiment dans ce registre-là. Et ce réalisateur, c'est peut-être l'un des plus grands de l'histoire du cinéma, Steven Spielberg. Et Steven Spielberg, vous allez voir qu'il a quand même pas mal influencé nos deux frères, à tel point qu'on trouve pas mal de références à des films de Spielberg dans l'œuvre Stranger Things. Prenons le cas de Matt Duffer. Par exemple, lui, son film préféré à Matt, c'est E.T. de Spielberg, où il y a une référence assez claire dans la saison 1 de Stranger Things, mais aussi Rencontre du troisième type. Et Rencontre du troisième type, si on veut résumer, et alors vraiment résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui se passe dans l'Indiana. Voilà, donc tout de suite, la région, l'état ciblé, c'est le même qu'on retrouve dans la série des frères. Et pour Ross, lui, son film préféré, et c'est un peu aussi celui de Matt quand même, c'est Les Dents de la Mer. Film très connu de Spielberg, et ils ont fait référence à ce film dans leur série, notamment avec un poster qu'on retrouve dans la chambre de Will, il me semble, mais aussi une référence un petit peu plus subtile. Une référence qui se trouve dans le scénario, dans le déroulé de la saison. Quand vous regardez Les Dents de la Mer, on sait très bien qu'il y a un requin, mais on le voit jamais réellement, si ce n'est à la toute fin du film. On le voit de loin, on sent sa présence, on le voit flou, mais jamais tout entier, tu vois. Eh bien, les frères Duffer ont tout simplement reproduit ce phénomène dans la première saison de la série. On sait qu'il y a un monstre qui fait du mal aux enfants, qui tue même, et on va voir juste une ombre rapide ou une espèce de masse lointaine dans le flou et tout, mais sans qu'on puisse pleinement distinguer ou même comprendre ce que l'on voit. Jusqu'au dernier ou avant-dernier épisode, non, même dernier épisode de la série, où là, voilà, on peut mettre un physique sur la menace qui plane sur Hawkins. Donc ça, elle est technique, mais elle est là, la référence à Spielberg. Donc pour les références à Spielberg, on les a bien notées. Mais il faut savoir un truc aussi, c'est que quand on veut créer une série ou un film, ok, on regarde d'autres œuvres qui peuvent nous inspirer, mais on lit aussi. Et pour les livres, ils ont également lu celui du maître de l'horreur Stephen King. Par exemple, dans une des œuvres de Stephen King, on retrouve une lycéenne qui s'appelle Carrie, qui a des pouvoirs de télékinésie. Ça vous fait penser à quelqu'un, je pense. Ou encore dans le livre Different Seasons, où on a 4 garçons qui sont à la recherche d'un enfant disparu. Ça peut encore vous faire penser à quelque chose. Et on peut aussi mentionner l'œuvre Firestarter, où une petite fille a des pouvoirs psychiques qu'elle hérite de ses parents, dû à un programme gouvernemental secret. Et puis, plus évidente, la typo de Stranger Things fait penser à celle de Stephen King, tout simplement. Donc vous voyez que nos deux frères, ils ont été bien inspirés. Et une autre chose qu'ils voulaient faire, qu'ils ont aimé faire, ils voulaient faire un projet, que ce soit un film ou une série, autour de la guerre froide.
Parce qu'on en a eu des films sur la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, etc. Mais sur la guerre froide, pas tant que ça. Et ils voulaient s'y attaquer. Ils ont été mis sur le projet Eden, qui a été dirigé par Warner Bros. Donc à ce moment-là, pour eux, c'était un peu une consécration, un rêve qui se réalise. T'as Warner Bros, les mêmes qui ont fait le film Batman, qui veulent que je sois sur un projet. Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Et malheureusement, cette expérience ne s'est pas très bien terminée parce que, en plein milieu du film, les producteurs se sont rendus compte que c'est pas exactement le rendu qu'ils pensaient. Il y a eu une incompréhension dans l'histoire et les frères de fer, ils étaient en mode vous êtes gentils, mais les gars, on a tourné la moitié du film, donc on peut pas trop faire retour arrière. Et après, il y aura un problème de budget, tu vois. Donc voilà, le film est sorti, mais il n'est pas le résultat escompté. Mais c'est pas vraiment grave parce que cette période de guerre froide est pleinement dans l'intrigue de la saison 3 et 4 de Stranger Things. Donc ils ont réussi à inclure ça dans leur série. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, là, je vous parle de Stranger Things par-ci, Stranger Things par-là, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. La série n'a failli jamais s'appeler comme ça. Le nom du projet au début, c'est Montauk. Montauk, c'est une ville située sur la côte Est et c'était en référence à leur film préféré, du coup Les Dents de la Mer de Spielberg, on y revient. Et ce qui les avait d'autant plus motivés à donner ce nom à leur projet, c'est que près de Montauk, il y avait une base militaire qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle la Montauk Air Force Station et qui était connue pour des histoires un petit peu étranges autour de celle-ci. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc là, on en est où là dans notre histoire? On a des frères qui sont motivés, relativement inspirés par les plus grands. Maintenant, il faut se lancer. Ils ont un projet, là, il faut le vendre maintenant. Et je dois vous dire que on était à ça, de ne jamais voir cette série sur nos écrans. Parce qu'ils ont quand même été refusés par 15 voire même 20 maisons de production hollywoodiennes qui n'ont pas voulu de ce projet. Les deux problèmes, c'était que le show était focus sur des enfants, sur des collégiens, mais que celui-ci n'était pas destiné à un public de collégiens. Donc ça, c'était le premier problème. Ils ne pouvaient pas faire l'impasse dessus. Enfin, quand vous voyez la série, c'est impossible, ça ne marche pas avec de jeunes adultes, tu vois ce que je veux dire? Et l'autre problème, c'était que les producteurs ne voulaient pas que cette série se passe dans les années 80. Et ça, c'était absolument hors de question de faire une concession là-dessus. Si ça se passait pas dans les années 80, il n'y avait pas de série. L'avantage que ça se passe dans ces années-là, c'est que, voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable, la technologie était beaucoup moins développée qu'elle ne l'est aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus simple de faire disparaître un enfant et de faire en sorte que les gens aillent à sa recherche, on va dire, manuellement, si je puis dire, tu vois. Ton personnage pouvait ainsi vraiment se perdre, donc hors de question de faire concession sur ni le côté collégien, ni la période où se déroule l'intrigue. Et c'est là que arrive une boîte. Cette boîte, vous la connaissez tous, puisqu'elle produit encore la série actuellement. Elle s'appelle Netflix. Elle arrive tard dans le processus. Mais Netflix, en même temps, à leur décharge, ils n'avaient pas forcément besoin d'un autre show. House of Cards marchait très bien, tout comme Orange is the New Black. Enfin, ils sont quand même dans une bonne période. Mais les dirigeants de Netflix, ils veulent commencer à viser un public assez particulier. Il n'y ait pas des collégiens, on va dire des ados, et des jeunes adultes en même temps. Enfin, les 15-25 ans. Et c'est Matt Tunnell qui est chargé de trouver la série qui va permettre de remplir le cahier des charges de Netflix. Et forcément, les frères de First vont lui proposer leur projet. Il va lire le script pendant son week-end et il va totalement accrocher. Donc il va passer un coup de fil à ses dirigeants, il va « Ouais les gars, j'ai trouvé une série, elle a l'air pas mal, je vous envoie le script ». Et là, la magie prend. L'intrigue, l'enquête, le fait que les années 80 ça fonctionne, ça ramène les personnes qui lisent ce script en enfance, ce qui était l'effet escompté au final, c'est retrouver ce goût de nostalgie et ça fonctionne en fait. Là on est vraiment en bonne voie et ça y est, ils ont un entretien avec un certain Sean Levy que vous voyez souvent dans le générique de chaque épisode de Stranger Things. Et après cet entretien, ils attendent un peu et en avril 2015, la première saison est commandée et ils ont 10 millions de dollars pour la réaliser. Alors je parle en millions, vous dites ça va, 10 millions. Non, 10 millions, c'est pas énorme. Surtout que là, la série, t'as 8-9 épisodes, donc c'est un petit peu plus d'1 million chaque épisode. En vrai, quand vous voyez tous les blockbusters, tous les films et tout, c'est pas grand-chose. Et surtout quand vous savez le budget que chaque épisode de la saison 4 a aujourd'hui, c'était pas beaucoup. Par exemple, pour la saison 4 de Stranger Things, ils ont 30 millions par épisode. Donc ils ont 3 fois plus de moyens par épisode que le budget total de la saison 1. Pour vous dire à quel point c'était peu. C'est un réel pari jusque-là parce qu'aucune personne qui est sur le projet n'a fait de gros projets comme celui-ci. Donc c'est un peu un challenge. Mais ça y est, au fur et à mesure, le truc se construit. La ville d'Hawkins dans l'Indiana est née. Et le show s'appelle désormais Stranger Things. Donc maintenant que tu as ton histoire, on peut passer à l'étape suivante, le casting. Alors le casting, j'ai pas énormément d'anecdotes sur eux, mais j'en ai quand même 2 qui sont plutôt sympas. Allez, 3, j'en ai 3 sympas.
La première, c'est que, vous voyez ces petites têtes là que vous avez à l'image. Vous avez Gaten Matarazzo, Ken McLaughlin et Sadie Sink. 3 personnes qui jouent dans la série actuellement. Et bien, il faut savoir que ces 3 petits gars, ils étaient potes. Ils se sont pas rencontrés sur le tournage, ils étaient potes bien avant. Parce qu'ils vivent tous à New York, ils font tous du théâtre, et ça leur arrivait assez souvent, entre les spectacles, de se retrouver dans des parcs de Manhattan, là où les enfants passaient du temps. J'aime bien cette anecdote, elle a rien d'exceptionnel, hein, je suis d'accord avec vous, mais le fait que des gamins qui font tous la même chose, qui les amusent, se retrouvent plusieurs années plus tard sur un projet beaucoup plus grand, à faire cette même chose qui les amuse, et toujours entre potes, je trouve ça beau quoi, c'est tout. On va rester sur un des personnages dont je viens de vous parler, on va rester sur Caleb. Parce que Caleb donc joue le rôle de Lucas, et dans la saison 1, vous avez cette scène où Lucas se fait projeter par 11 sur un camion, enfin il se fait projeter loin. Il a une onde de choc qui le met KO. Le gars a 11 ans, tu pourrais te dire c'est un doubleur, c'est un cascadeur. Non, il a pris son courage là, il a retroussé ses manches, le Lucas, et il a dit non, je vais la faire moi-même. Il l'a fait 6 fois. Et je suis assez admiratif. Je trouve ça assez incroyable parce que, ok, à 11 ans, t'as pas la même perception des risques que quand t'es adulte, mais quand même, faut avoir les couilles de le faire. Et il a été assez courageux pour reproduire cette scène et la faire plusieurs fois. Et franchement, le rendu final est assez propre. Donc, je tiens à dire bravo. Et en termes de cascade, il y a aussi Millie Bobby Brown qui a eu son rôle. Alors, c'est pas une cascade aussi impressionnante où elle voltige et tout, mais il y a des scènes où, je sais plus dans quelle saison c'est exactement, où elle est immergée dans une cuve. Ben, ce sont pas des effets spéciaux, elle est vraiment immergée dans une cuve et elle est reliée à l'équipe technique uniquement avec un intercom pour communiquer, pour qu'il y ait un minimum de sécurité. S'il y a un problème qui va pas, mais sinon, voilà, elle le fait elle-même. Je suis sûr que ce soit la première scène dont j'ai parlé ou celle-ci, il y a des acteurs qui auraient fait appel à une doublure. Tu me diras, c'est pas une honte, hein, c'est pas si mal, ça fait travailler des gens, les cascadeurs et tout, mais n'empêche qu'il y a quand même un certain courage à le faire soi-même. Et une autre anecdote sur le casting que j'ai, qui est assez cocasse, c'est que Noah Schnapp, qui joue le rôle de Will Byers, il n'avait absolument pas passé le casting pour ce rôle. Non, lui à la base, il avait passé le casting pour jouer Mike Wheeler. Et finalement, ils ont préféré Finn Wolfhard pour prendre ce rôle de leader de ce petit groupe d'enfants, et ils ont donné le rôle de Will, qui est un rôle vraiment ultra important dans la série, à Noah Schnapp. Un rôle qui sera certainement très déterminant dans la saison 5. Voilà, alors donc on a parlé des réalisateurs, des anecdotes et des références autour de la série, du casting, et ça y est, l'œuvre est née, elle est magnifique. 4 saisons, franchement, que je trouve géniale. La dernière, j'en ai déjà parlé, mais pépites. Et si, une dernière anecdote que je peux vous filer, c'est qu'il y a une autre grosse saga qui a eu droit à sa référence dans Stranger Things, dès la saison 1 finalement, puisque je sais pas si vous savez ou si vous vous en souvenez, mais est-ce que vous vous rappelez le nom que donne Mike et sa bande à la forêt où a été enlevé Will? Si vous vous en rappelez pas, c'est pas grave. Le nom c'était Mirkwood. Mirkwood, c'est pas un nom au hasard qu'ils ont trouvé au plus profond de leur imagination. C'est une référence. C'est une référence à une œuvre ultra connue, que ce soit en livre ou en cinéma. C'est une référence à l'univers du Seigneur des Anneaux et à l'œuvre de J.R.R. Tolkien, puisque Mirkwood, c'est une forêt de la Terre du Milieu qui est mentionnée dans le livre Le Hobbit. Voilà, donc comme quoi celle-là ils sont allés la chercher un petit peu long, et elle est très sympa. Voilà, écoutez, je pense qu'on est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé et partagez-la. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip, salut. Si toi t'es encore là, et t'es resté jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une dernière petite anecdote pour toi. C'est que l'histoire de Stranger Things, elle est inspirée de faits réels. Je rigole pas, c'est vrai. Mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, salut.